Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du cycle de webinaires Impact et trajectoire socio-économique. Le thème du jour, c'est élaborer, piloter et évaluer les trajectoires socio-économiques durables et inclusives. Alors, un petit rappel sur le contexte de ce cycle de webinaires. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, toutes les organisations, qu'elles soient publiques et privées, sont confrontées à la question de leur modèle socio-économique et de leur pérennité. Et depuis 2020, le RAMO et la JECVAT, c'est-à-dire la Direction Jeunesse, Éducation Populaire Vie Associative, travaillent ensemble sur la question des modèles socio-économiques et pilotent particulièrement un programme qui s'appelle Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Ce programme, il a 3 objectifs. C'est de partager une culture commune sur l'ensemble et la diversité des modèles socio-économiques. Et à partir de cette diversité, c'est de permettre à chacun de pouvoir se repérer et de se positionner parmi cette diversité. Et comme vous le savez tous, la question des modèles socio-économiques est extrêmement complexe. Et donc, l'objectif aussi, c'est de permettre à chacun de pouvoir piloter cette complexité. Donc, cette plateforme Trajectoire socio-économique est une plateforme numérique. Elle capitalise plus de 15 ans de travaux collectifs sur la question des modèles socio-économiques, et cette plateforme a pour objectif de valoriser à la fois les pratiques qui sont émergentes, mais aussi de pouvoir développer des compétences qui permettent finalement à chacun de pouvoir pérenniser les modèles d'intérêt général. Donc on est vraiment sur un cheminement collectif qui est capitalisé et dont l'objectif c'est de pouvoir partager les connaissances de cette capitalisation. Alors, je parlais de cycle de webinaires, ça fait donc depuis 2020 on propose chaque mois des webinaires. Vous voyez en haut à droite on a déjà à l'actif 46 replays avec leurs synthèses qui sont capitalisées. Donc chaque mois, aujourd'hui, ça sera donc le 47e. Vous avez accès à toute cette historique sur la plateforme numérique Trajectoire socio-économique. Et puis par ailleurs, grâce à la base Impact Alliance, vous avez aussi la possibilité d'explorer une 60aine d'exemples inspirants sur le sujet des modèles socio-économiques. Donc voilà, tous les 3e jeudis de chaque mois, on a un temps privilégié pour animer les connaissances et valoriser cette diversité de modèles socio-économiques. Donc, en 2025, on a un cycle qui est particulier puisqu'on a soit des webinaires qui vont être dédiés plutôt à la question des écosystèmes territoriaux, comment l'innovation territoriale, comment le collectif se mobilise en territoire pour répondre à des défis locaux. Et puis, on a d'autres webinaires qui sont axés sur la performance des acteurs des actions d'intérêt général, donc c'est les organisations. Et c'est bien l'objectif du jour, c'est de pouvoir éclairer les modèles socio-économiques des organisations d'intérêt général. Et donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir copiloter et co-animer ce webinaire avec nos partenaires que sont l'ADASI et l'Institut IDEAS. Alors, peut-être un rappel quand même, une précision plutôt du déroulé de notre webinaire. On va tout de suite enchaîner rapidement sur le thème du jour, pourquoi c'est important de pouvoir élaborer, de piloter et ensuite d'évaluer son modèle socio-économique. Donc, pour parler de ça, nous aurons avec nous l'ADASI et l'Institut IDEAS. Et puis, par rapport à cette importance, on aura aussi des exemples, des illustrations de témoins qui viendront nous expliquer pourquoi une telle démarche était importante pour eux, avec Zoen, Carton Plein, Bibliothèque Sans Frontières et l'association Sparadra. Ensuite, on prendra un petit peu de recul avec le rameau pour se dire mais comment on peut piloter cette trajectoire socio-économique grâce à la boussole du même nom. Et puis, comme chaque mois, on reviendra sur les actualités du mois qui sont riches encore pour ce mois d'avril avec l'Observatoire des partenariats, et on terminera comme d'habitude sur la prochaine date du prochain du prochain webinaire. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos partenaires, l'ADASI et l'Institut IDEAS, qui sont respectivement représentés par leur déléguée générale, Caroline Germain pour l'ADASI et Suzanne Chamy pour l'Institut IDEAS, qui vont nous dire, d'une part, pourquoi c'est important de repenser son modèle socio-économique quand on réfléchit à sa stratégie de développement, et pourquoi c'est aussi important de prendre en compte la question des modèles socio-économiques quand on veut piloter son organisation et impliquer son management. Voilà. Donc, je vais laisser la parole tout d'abord à Caroline Germain, qui est donc déléguée générale de l'ADASI, qui va nous expliquer tout le cheminement stratégique et le lien avec le modèle socio-économique. Merci Élodie, bonjour à tous. Peut-être avant de répondre très concrètement à cette question, je peux présenter en quelques mots l'ADASI. Vous dire que l'ADASI, c'est avant tout un projet collectif qui s'incarne dans une structure associative. C'est un projet collectif parce que l'ADASI est né de la volonté de différents acteurs du conseil, du monde associatif,
d'un expérimentateur qui est le Rameau et puis de la VIS de développer une structure associative dédiée au conseil en stratégie auprès des structures d'intérêt général. Depuis 10 ans, l'ADASI est un acteur à la fois de conseil, mais bien évidemment, on analyse, on capitalise aussi sur nos expériences et nos expertises qui sont sur 4 champs notamment. Le premier champ, notre première entrée, c'est bien évidemment le champ de l'analyse stratégique. L'ADASI regarde dans l'ensemble de ces dimensions les projets et on peut être amené à réaliser des analyses de cohérence, identifier la pertinence des projets, mieux qualifier cette pertinence et bien évidemment qualifier et mieux comprendre leur stratégie de moyens. Dans cette stratégie de moyens, notre deuxième expertise est vraiment la compréhension des modèles socio-économiques d'intérêt général, comprendre comment ils se structurent, comment ils peuvent évoluer. On travaille aussi également sur les têtes de réseau associatifs plus particulièrement, ainsi que dans le déploiement des projets d'innovation. Mais je reviendrai plutôt à cette question des modèles socio-économiques. Et encore une fois, peut-être avant de répondre exactement à l'importance des travaux sur son ou ces modèles socio-économiques, l'ADASI travaille sur la question des modèles socio-économiques, je dirais, à partir de 3 entrées. Et peut-être on peut aller au slide suivant. Voilà, une première entrée peut-être assez classique qui est effectivement comment on peut qualifier, comment on repense sa stratégie, ses priorités d'action et autour de ces priorités d'action, comment on définit ou comment on fait évoluer son ou ses modèles socio-économiques. Et donc, on a des entrées, on va dire, d'accompagnement individuel ou d'analyse stratégique. C'est comment l'analyse stratégique permet en fait de trouver d'identifier, de définir son ou ses modèles socio-économiques qui soient pertinents et qui correspondent à son projet. Pour ce faire, on va avoir le témoignage d'Odile Rosset, mais l'idée étant que l'analyse stratégique, elle permet bien évidemment à un dirigeant, à un projet de se projeter, de définir ses priorités d'action, et autour de ces priorités d'action, d'identifier quels sont les meilleurs leviers, quels sont les moyens clés et quelle articulation de ces moyens au service du projet. Donc, c'est vraiment déjà l'analyse stratégique, elle permet de se doter d'une trajectoire au modèle socio-économique. On aime bien à dire trajectoire parce que finalement, peut-être que le mot modèle, dans le mot modèle socio-économique, lui donne un caractère peut-être un peu permanent. Or, la réalité, c'est qu'un modèle socio-économique doit être robuste, mais pour autant, pour être robuste, il a besoin d'être résilient, de bouger et finalement de s'inscrire toujours dans une dynamique. Notre deuxième entrée pour travailler sur les modèles socio-économiques, c'est de travailler dans des parcours collectifs et vraiment d'avoir cette entrée. D'abord, je ne rentre pas tout de suite sur mon analyse stratégique, comment je me projette, mais je rentre sur quel est mon modèle, comment est-ce que je peux le comprendre, comment est-ce que je l'analyse, comment est-ce que j'en parle, comment je peux le projeter, comment je peux le faire évoluer. Ça, on y travaille plutôt au travers de parcours collectifs avec des mix d'apports, de méthodes, d'échanges entre pairs, d'effets miroirs, mais aussi d'appui dans la sensibilisation des équipes en interne, des participants, des structures associatives qui peuvent participer à ces parcours. Et là, on aura le témoignage de Jean-Christophe Lipovac de Zoein qui a vécu un de ces parcours et qui permet à notre sens de montrer que effectivement se dire, se poser pour partager ce que fait, quelle est la structuration de son modèle socio-économique, du modèle socio-économique de son projet, c'est un premier pas essentiel pour pouvoir collectivement, potentiellement le faire évoluer, potentiellement trouver des leviers durables pour consolider son modèle socio-économique. Et puis on a une troisième entrée, on en parlera un petit peu plus loin, où on vous propose, on peut inspirer les autres, s'inspirer d'autres modèles socio-économiques, parce que bien évidemment, il y a autant de projets d'intérêt général que de modèles socio-économiques. En fait, voilà, chaque projet a son propre modèle, et dans ce cadre-là, on a pu aussi
publié, on en discutera, un guide illustratif des modèles socio-économiques qui s'apparente quelque part à une forme de banque de cas de différents modèles pour montrer qu'est-ce qu'on entend par modèle socio-économique, qu'est-ce qu'on regarde, comment on peut les analyser et comment ça peut inspirer des dirigeants dans la diversité des différents modèles. L'enjeu est toujours le même, et de se dire que, in fine, l'entrée, en tout cas c'est l'entrée de la DASI, l'entrée stratégique, le métier, l'analyse stratégique, permet in fine de se questionner, de comprendre son modèle socio-économique, de se questionner sur son modèle socio-économique. Est-il totalement toujours pertinent au regard de mon projet? Est-il toujours au service de mon projet, ou ne me suis-je pas mis qu'au service de mon modèle socio-économique? Et comment on peut construire des modèles socio-économiques dits résilients? Et c'est vrai que résilient, derrière ce mot-là, on aime bien à dire robuste, agile, en capacité à trouver des solutions dans un monde très fluctuant et avec des ressources de plus en plus contraintes. Voilà pour peut-être cette première réponse à ta question, Élodie. Caroline. Et je crois que maintenant, il y a les invités de l'ADASI. Exactement. Et ce que je vous propose, puisque c'est de commencer par le témoignage d'Odile Rosset, qui est la directrice de Carton Plein, et qui va plutôt illustrer cette idée de comment la stratégie est venue peut-être questionner, en tout cas, quel effet ça a eu sur mon modèle socio-économique, sur mes moyens, comment ça a questionné. Je vous laisse lancer la vidéo. Bonjour Odile, bienvenue à ce webinaire Trajectoire socio-économique. Odile, vous êtes la directrice générale de Carton Plein. Peut-être avant de démarrer, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de qui est Carton Plein? Oui, merci Caroline. Alors Carton Plein, on est une association créée en 2012 dans le nord de Paris avec 2 idées fortes qui étaient que le travail doit être accessible à tous, super levier de remobilisation et de reprise de confiance en soi personnelle et professionnelle, y compris quand on est en situation de grande précarité. Et deuxième idée forte, qui est que les enjeux de justice sociale doivent être alliés à cette transition écologique. Donc très simplement, on a inventé 2 nouvelles activités, celle d'agents valoristes du carton. Donc on opère une filière de réemploi de carton. On va chercher le carton à vélo, on va le repréparer, le trier et le valoriser pour être revendu comme carton de seconde main ou comme matière transformée à base de carton, comme matière de calage ou pour les composts, pour la litière animale maintenant. Et ayant commencé avec des vélos carbone pour être sur cargo pour être bas carbone, nous opérons aussi tout un tas de services de cyclo-logistique, donc collecte de carton évidemment pour notre filière, collecte d'autres flux de déchets, autres matières revalorisables et prestations de cyclo-logistique, donc livraison, transport et petits déménagements. C'est très clair. Est-ce que vous pourriez nous redonner quelques chiffres clés et dans ces chiffres clés nous dire comment l'année dernière et pourquoi vous avez entamé une réflexion stratégique et peut-être là où ça vous a mené cette réflexion stratégique? Alors dans les chiffres clés, peut-être vous dire qu'on est aujourd'hui sur 4 ateliers, donc 2 ateliers parisiens, un atelier à Nanterre et un atelier à Pantin. Donc on maille aussi un peu le territoire francilien à un périmètre compatible à vélo, c'est-à-dire que nos ateliers, on commence à jouer la carte du chaînage et du maillage pour que nos ateliers puissent travailler en complémentarité. Carton Plein, c'est 130 personnes aujourd'hui à peu près salariées pour un budget de un peu plus de 2 millions d'euros. Voilà, pour cadrer un peu le tout. Donc, dans les 130 personnes, il y a à peu près 30 personnes permanentes et 100 personnes en insertion. Alors, sur la question de la stratégie, en fait, on s'est rejoint avec la DASI et dans le cadre d'un accompagnement proposé sur un temps long de 3 ans avec la Fondation Caritas, donc qui était le bon moment aussi de réfléchir à notre projet où on en était. En fait, quand on s'est rencontrés, on finissait un peu un cycle de projet. Moi, je suis arrivée en 2019. J'ai pris la suite du premier directeur. C'était quand même une deuxième étape. C'était un peu la fin des débuts. Enfin, c'était la fin de la phase un peu pionnière de défrichage, de structuration, etc. Et du coup,
alors c'est toujours, ça se joue aussi par des changements de personnes. Hein. Quand on arrive, voilà, on a un regard neuf et forcément il y a d'autres choses qui se mettent en place. C'était le moment de la professionnalisation, de la consolidation et elle est passée par aussi une phase de développement. On avait besoin d'être sur ça. Le projet Carton Plein est super riche parce qu'il est sur 3 pieds, le pied social, le pied écologique et le pied économique, mais du coup très exigeant parce qu'il faut être bon dans l'ensemble des thématiques et on ne peut pas vraiment faire l'impasse sur aucune des composantes de ce qui est aussi un projet entrepreneurial, que ce soit la communication, la levée de fonds, l'administratif, le financier, on est employeur évidemment, la fonction RH, etc. Et donc sur une toute petite assiette, c'est compliqué d'être professionnel sur l'ensemble de ces sujets. Donc on avait besoin de grossir pour se permettre de se doter de compétences un peu plus expertes et soulager aussi les équipes, les premières équipes en place qui faisaient tout. Donc c'est un peu logique au démarrage, mais on est arrivé à un stade où on avait 7 ans. C'était un stade où c'était plus possible de fonctionner comme ça. On épuisait les collègues sur la base d'un projet qui était hyper enthousiasmant, mais c'est pas sain non plus de fonctionner comme ça. Et donc on a grossi. C'était le projet de développement que voilà, moi j'ai porté en arrivant avec le conseil d'administration et l'ensemble des équipes. On est devenu chantier d'insertion, donc ça a permis de mailler aussi l'ensemble de nos dispositifs, de la très grande précarité à un dispositif d'entreprise d'insertion un peu plus proche, hein, en schématisant l'emploi classique. Et donc on finissait cette phase-là. Donc on savait voilà ce qu'on avait fait, on était fiers du résultat, on avait ouvert l'atelier de Nanterre, etc. Et du coup, le CA comme les équipes, on se disait que en fait, on savait plus très bien quelle était la suite. Et moi, je sentais aussi qu'il y avait peut-être des inquiétudes sur le développement, c'est quoi? Le développement pour le développement, en fait, est-ce qu'on en a besoin? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Il y a tellement de choses à faire en interne déjà ou à l'échelle où on est. Donc, c'était pas vraiment posé. Il y avait des intuitions. On savait très bien qu'on n'était pas sur une croissance effrénée, que c'était pas la croissance pour la croissance qu'on cherchait. Mais la stratégie n'était pas posée, elle n'était pas clairement établie. On pouvait fonctionner à l'opportunité aussi, et que on avait envie de ensemble réfléchir à ce que serait Carton Plein alors 10 ans c'est toujours un peu beaucoup, mais au moins 3-5 ans quoi. Voilà, donc ça c'était un peu l'histoire et c'est quand même beaucoup des histoires de rencontres et c'est la rencontre avec Caritas et du coup avec la DASI qui nous a permis de nous relancer dans cette démarche de diagnostic stratégique déjà, de développement qui est quand même hyper intéressant et salutaire comme exercice parce qu'on connaît super bien notre outil de travail, notre quotidien de travail, etc. Mais le repartager ensemble, le repartager avec une structure qui sait faire ce travail de diagnostic et qui du coup à la fois connaît nos environnements, les modèles, mais n'est pas intérieur à Carton Plein. Enfin, c'est un exercice qui est vraiment hyper intéressant. Et en tout cas, pour moi, je l'ai aussi vécu comme une manière de réembarquer toutes les équipes. Comme on avait grossi, il y a toujours cet enjeu aussi de comment on continue à faire équipe vraiment de manière soudée, comment on continue à réfléchir ensemble. Donc c'était un vecteur génial aussi pour relier des fonctions qui n'étaient pas les mêmes à Carton Plein, qui est à la fois des encadrants techniques, à la fois des fonctions d'accompagnement social, des fonctions support, qui est des personnes de l'ensemble des ateliers, qui est des membres de l'équipe, des membres du conseil d'administration. Toutes ces forces vives là pour travailler à la suite et se dire qui on était, c'est aussi une manière de se re-questionner sur notre identité et nos envies. Merci beaucoup Odile. Ma question c'est, on voit bien donc cette réflexion stratégique, elle a permis de faire des choix, elle vous a permis de remobiliser les équipes. Est-ce que vous diriez qu'elle a permis de repenser, peut-être le mot est un peu fort, consolider, sécuriser aussi votre modèle socio-économique, d'avoir cette vision boussole stratégique, est-ce que ça vous a donné une boussole pour votre modèle socio-économique? Oui, forcément, parce que alors le diag et la feuille de route a à la fois réancré des sujets qui étaient déjà lancés, évidemment, hein, on reparle pas, enfin, c'est pas page blanche, et puis voilà, il y a des choses qui étaient déjà amorcées. Ça a remis l'accent sur des priorités dont on a besoin, et puis ça a permis d'ancrer des envies qu'on avait, mais du coup de leur donner un statut plus engagé, de se dire en fait cette envie-là, elle est réellement partagée, c'est réellement une priorité, et on y va. Je pense par exemple à la féminisation du métier de cyclo-logistique. C'est la question de l'accueil des femmes à Carton Plein est un vrai sujet depuis plusieurs années. On avait beaucoup travaillé et aujourd'hui on est à la parité dans nos ateliers sur le carton, mais sur la partie vélo, effectivement, on n'y est pas du tout. Et là on s'est dit
tout ce qu'on a réussi à mettre, enfin tout ce qu'on a mis en place comme énergie là-dessus, par exemple, n'a pas réussi à produire du résultat. Mais tout le travail qu'on a fait ensemble a conduit à se dire qu'en fait, c'était une priorité. Et donc là, typiquement, sur ce champ-là, ça veut dire qu'on va y mettre des moyens, on va y mettre du temps. Alors, c'est pas forcément beaucoup d'argent, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de capacités, mais c'est du mécénat de compétences, c'est effectivement aller chercher peut-être des partenaires financiers, mécénat ou autres, et là, en l'occurrence, peut-être fonds européens, innovation sociale un peu différents. Voilà, élargir un peu notre champ de partenaires pour avancer, travailler avec des acteurs qui sont spécialisés sur le sujet pour avancer sur cet objectif de féminisation. Donc cet exemple-là montre bien que, alors c'en est un parmi d'autres, hein, mais évidemment quand on se dit qu'il y a une priorité, en face il y a des objectifs, des calendriers, des moyens, une manière de faire qui a forcément des impacts sur effectivement notre modèle socio-éco et sur les choix qu'on va faire à 3-5 ans. Merci beaucoup, Odile, pour votre témoignage très éclairant. Merci, Caroline. Voilà, je prends la balle au bon pour continuer dans nos témoignages en donnant la parole à Jean-Christophe Lipovac, qui est directeur de l'association Zoein, et pour nous parler un petit peu différemment de modèle socio-économique. Là, on avait la vision d'Odile qui nous expliquait comment la réflexion stratégique lui a permis de construire une stratégie de moyens et de penser son modèle socio-économique. Là, peut-être Jean-Christophe, que je ne vois pas pour l'instant. Ah si, le voilà. Pardon, Jean-Christophe. Là, vous avez eu une autre entrée, Jean-Christophe, puisque l'entrée, là, n'était pas la réflexion stratégique, mais même si derrière, il y a eu des réflexions stratégiques, mais l'entrée, c'est comprendre, analyser votre modèle socio-économique. Est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots, peut-être Christophe d'abord, qui est Zoein, qui vous êtes, qu'est-ce que fait Zoein, et puis pourquoi vous avez entamé cette réflexion sur les modèles socio-économiques avec cette entrée finalement dans le parcours collectif qui vous a été proposé. Oui, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Donc oui, je suis Jean-Christophe Lipovac et je suis directeur de l'association Zoein. L'association Zoein, c'est une association sœur d'une fondation qui est située en Suisse, à Genève, qui s'appelle la Fondation Zoein. Et l'association donc est une relativement jeune association puisqu'elle a été créée en 2019, créée par des chercheurs pour promouvoir aussi des nouveaux modèles économiques, enfin promouvoir ce qu'on appelle nous le revenu de transition écologique. Par rapport au témoignage précédent, en fait, un peu dans la même logique, se dire que quelque part, la transition écologique peut être aussi un levier de remobilisation, ici un levier de métiers autour justement de ces enjeux autour de la transition écologique et sociale. Et donc voilà la particularité de l'association Zoein, qui veut dire vivre en grec, Zoein veut dire vivre, c'est bien de promouvoir ces modèles qui protègent le vivant, qui prennent en compte au cœur aussi de nos enjeux, la question humaine. Et donc, Zoein a été créé, comme je le disais, par des chercheurs pour faire ce lien entre recherche et société, et puis aussi, coproduire des connaissances au service des projets locaux. Et l'association, encore une fois, à l'initiative de la Fondation, en 2023, en tout cas, a eu une sorte de changement d'échelle, puisque de 2019 à 2023, c'était 3 expérimentations qui étaient engagées en France autour du revenu de transition. Et à partir de 2023, ce sont 4 nouvelles expérimentations qui se sont qui ont été initiées en France. Et donc, on est fort aujourd'hui de 7 collectifs engagés dans 7 régions de France. Et donc, le travail autour, en tout cas, l'accompagnement qu'on a pu bénéficier par GRDF et avec l'appui forcément de la DASI et du Rameau, situé à un bon moment pour nous aussi, au moment de ce changement d'échelle, où il y avait aussi une diversification de partenaires, à la fois techniques et aussi financiers. Et ça nous a aussi permis, comme le disait la personne précédente, aussi à nous projeter sur 3 ou 5 ans, à réfléchir à un modèle, à un développement aussi qui accorde aussi du temps quelque part aussi et qui nous mettent en perspective, en trajectoire finalement sur les 3 à 5 ans à venir. Donc c'est vrai que en termes d'apport
de l'accompagnement, ça a été assez important puisque en termes justement d'outillage, l'appropriation de ces outils et de cette réflexion sur le modèle socio-économique d'intérêt général, ça a été, comme je le disais tout à l'heure, comme on était dans un changement d'échelle et l'association fait office un peu de tête de réseau, c'était l'occasion avec des nouveaux administrateurs qui venaient d'arriver fin 2023, eh bien, en fait, de faire aussi un peu culture commune, ou en tout cas d'avoir une vision commune aussi sur le développement de l'association. Donc finalement, l'accompagnement dont on a pu bénéficier a permis voilà, de construire aussi ces éléments de repères communs, quoi, finalement, entre des anciens et des nouveaux, et puis encore une fois, à nous projeter. Donc l'intérêt et l'apport, encore une fois, de l'accompagnement, ça a été aussi l'appropriation de ces outils, l'appropriation voilà, par l'ensemble de nos parties prenantes, construire ensemble cette vision un peu du futur. Et puis, peut-être aussi l'intérêt de l'accompagnement, c'est qu'on a pu bénéficier d'un accompagnement à la fois individuel, mais aussi collectif, avec d'autres associations. Et donc, ça a été aussi le retour d'expérience. Je pense par exemple à l'association Ronalpia, qui était aussi dans le parcours d'accompagnement, qui a une grande antériorité derrière elle et qui assure un métier qui est proche de celui de l'association Zoën. Donc ça a été voilà, aussi riche d'enseignements, de bénéficier du retour d'expérience des uns et des autres. Et puis c'est l'effet miroir aussi, enfin vous en parliez tout à l'heure Caroline, de l'effet miroir qu'on a pu aussi bénéficier avec les accompagnateurs même et avec nous on a pu mobiliser les administrateurs de l'association pour réfléchir ensemble voilà, sur notre trajectoire de développement. Quoi. Moi, j'entends ce point très important, enfin, j'ai envie de le souligner parce que c'est important dans ce que vous dites, c'est que finalement, ça permet aussi de partager ce sujet modèle socio-économique et de le comprendre, de pouvoir le formaliser. C'est aussi une manière de faire en sorte qu'on ne porte pas seul ce sujet en tant que dirigeant, mais qu'on le porte à la fois en interne avec ses administrateurs et potentiellement en externe, Jean-Christophe, même quitte à en parler aussi avec vos parties prenantes externes. Est-ce que ça a eu un effet intéressant et positif d'ailleurs? Oui, ben, c'est vrai que le modèle socio-économique, en tout cas un outil de dialogue à l'interne, ça c'est vrai. On a pu en bénéficier dans le cadre aussi voilà, d'un conseil d'administration qu'on avait organisé aussi pour partager un peu les travaux. Et puis en effet, en externe, c'est vrai que je me dis que ces outils nous invitent à faire des fois aussi un pas de côté et invitent peut-être aussi nos partenaires à faire un pas de côté. Donc, ce dialogue du coup avec les partenaires, alors forcément, bien évidemment, à l'époque, enfin en tout cas, ça a été initié avec l'appui de la Fondation GRDF, mais aussi avec l'appui de la Fondation de France. Ça a été aussi cet outil de dialogue avec eux aussi pour j'allais dire aussi nous projeter ensemble sur la trajectoire de développement de l'association. Et c'est vrai que aujourd'hui l'association, elle est financée principalement par des fondations et des fonds de dotation. Donc, on a pu aussi partager aussi ce travail et cette feuille de route à 3 ans qu'on a élaborée et de réfléchir après à un élargissement aussi ou à avoir d'autres partenaires et notamment encore une fois, c'est comme le disait aussi la personne précédente, c'est que finalement on a quand même des intuitions et l'accompagnement nous permet de conforter aussi certaines intuitions. Et donc c'était en particulier le fait de savoir en effet l'enjeu de travailler avec des agences, et notamment je pense à l'ADEME. Plus tard qu'il y a une semaine, il y a une réunion importante justement avec l'ADEME. Sur ce sujet justement des coopérations territoriales et de ces nouveaux modèles économiques. Et donc, voilà, ça nous permet encore une fois d'affirmer certainement aussi les pistes, nos pistes de développement et de pouvoir être aussi dans ce dialogue et ce changement de posture un petit peu aussi qui est attendu en termes d'évaluation. Vous savez, à chaque fois, on nous attend sur toujours les mêmes critères, quoi, finalement, ou les mêmes indicateurs. Et en fin de compte, voilà, ça, encore une fois, ça nous permet de nous projeter et d'avoir et de nourrir le dialogue un peu. Les progrès qui sont malgré tout annoncés.
Alors, je vais passer la main, d'autant qu'il y a des travaux qui sont mis en route derrière. Donc, je passe la main tout de suite. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Voilà, ça s'est arrêté. Et je passe la main à Suzanne, puisqu'il n'y a pas que stratégie, modèle socio-économique, mais il y a aussi comment le pilotage opérationnel permet toutes les bonnes pratiques de travailler sur son modèle. Voilà, j'en profite tant que les travaux sont nets. Merci Caroline pour ce passage. Effectivement, donc je représente l'Institut IDEAS qui est également une association comme la DASI, et nous portons un projet qui vise à renforcer la structuration des associations, des fonds de dotation et des fondations, donc à faire en sorte de donner les outils pour aider ces structures d'intérêt général à trouver ce que Caroline a qualifié tout à l'heure de robustesse. Et c'est bien ça le rôle aussi de l'Institut IDEAS, c'est d'accompagner ces organismes dans une démarche qui les rende plus robustes, plus résilientes, notamment dans un contexte qui est que l'on qualifie pudiquement de fluctuant. C'est un terme qu'on entend beaucoup actuellement, ce terme fluctuant. Je le trouve pas forcément à la hauteur des enjeux, mais bon, on va rester sobre. Donc, pour mener notre mission, nous développons différents outils et dispositifs. Le premier outil que vous pouvez aller consulter sur notre site, c'est l'autodiag, qui est un outil d'auto-évaluation sur finalement où en est-on dans notre association en termes de gouvernance, de gestion, de pilotage, d'évaluation. Donc, posons-nous quelques questions, en l'occurrence 28 questions, qui vont permettre de structurer sa réflexion sur, on va dire, le degré de maturité de son organisation au regard de ce que on propose comme bonnes pratiques de référence. Ces bonnes pratiques, elles sont dans le guide IDEAS des bonnes pratiques qui propose 90 bonnes pratiques, donc là c'est un petit peu plus ambitieux. Le guide est également accessible et téléchargeable par toutes et tous. Et dans ce guide, nous proposons un chemin de progrès qui passe de la bonne pratique 1 à la bonne pratique 90, en vous permettant là aussi de vous poser les bonnes questions dans le thème de la gouvernance, de la gestion, du pilotage et de l'évaluation. Et nous vous proposons surtout de vous questionner sur ce que nous on appelle les fondamentaux associatifs qui vont vous permettre d'engager votre organisation dans une démarche d'amélioration continue avec un cadre de référence et avec un cap clair que vous vous fixerez au regard de ces pratiques de référence. Nous faisons également la promotion du partage d'expériences entre pairs, et ça, on peut le faire grâce à une série web qui permet à des dirigeants associatifs de vous partager, on va dire, leurs trucs et astuces sur comment j'ai fait, par exemple, pour rendre mon conseil d'administration plus dynamique, une question que l'on entend souvent quand on accompagne les associations. Et bien là, vous avez donc des vidéos qui vous permettent d'entendre finalement qu'est-ce que j'ai mis en œuvre, moi, dirigeant associatif, pour répondre à telle ou telle bonne pratique. Et enfin, une démarche d'engagement, on parle bien d'engagement là, qui s'inscrit dans le long terme et qui va vous permettre d'engager votre organisation dans une démarche de labellisation, puisque nous avons créé un label, le label IDEAS, qui a pour objectif de donner à voir la qualité et l'exigence de professionnalisme qu'ont les associations, fondations et fonds de dotation. Et cette démarche est menée grâce à un binôme de conseillers IDEAS, des conseillers bénévoles que nous formons et qui vont accompagner l'organisation volontaire dans une démarche de long terme. C'est une fois en moyenne 18 mois pour mettre son organisation au niveau attendu pour être présenté devant le comité Label IDEAS, qui est un comité indépendant de l'Institut, devant lequel le candidat vient être auditionné. C'est un peu comme une présentation devant un grand jury. Et donc ce label a été décerné à plus de 95 associations, fondations et fonds de dotation depuis sa création en 2010. Donc, un dispositif, en tout cas, qui se veut le plus varié possible pour que chaque personne impliquée dans une association, une fondation ou un fonds de dotation trouve la réponse à son besoin de monter en compétence sur des sujets qui sont liés à l'amélioration d'une organisation et d'une organisation d'intérêt général.
Donc, comment on en arrive, nous, Institut IDEAS, à se saisir de ce sujet du modèle socio-économique? Eh bien, cela se fait au travers, justement, des objectifs du guide. Vous avez là sous les yeux les 3 volets, gouvernance, finance, pilotage et évaluation. Et dans chaque volet du guide, nous allons vous proposer quelques objectifs au travers duquel vous allez pouvoir structurer votre réflexion et prendre conscience, surtout avant de structurer, déjà prendre conscience de ce sujet de modèle socio-économique, parce que le constat que nous faisons grâce notamment à un programme de recherche que l'Institut IDEAS mène en ce moment, nous avons posé le constat que déjà faire prendre conscience aux dirigeants associatifs de ce que c'est un modèle socio-économique et qu'il faut s'interroger sur ce modèle socio-économique, ça n'est pas une évidence. Et donc, au travers du sujet, ne serait-ce que lorsqu'on pose le projet associatif, déjà, s'interroger sur finalement quelle est la vision que je porte, quelle est la mission que je me donne et quelles sont les valeurs sur lesquelles je fais reposer ce projet associatif, va permettre de nourrir ma réflexion et ma prise de conscience que le modèle socio-économique que je souhaite avoir va s'inscrire sur le bénévolat ou sur le salariat. Donc, toutes ces questions-là, en fait, nous, au travers des 90 bonnes pratiques du guide, nous allons amener l'association et toutes les parties prenantes de l'association à structurer leur réflexion pour pouvoir aboutir à un constat partagé ou en tout cas à une trajectoire, et j'aime bien ce terme, Caroline, effectivement, c'est jamais figé, un modèle socio-économique. Heureusement, ça doit bien évoluer avec son environnement, et bien aboutir à une trajectoire sur le modèle socio-économique qui répond bien à tous les enjeux qu'on aura pu balayer au travers des 90 bonnes pratiques du guide IDEAS, qui sont à la fois là pour guider la réflexion, mais surtout pour faire une mise en action de l'organisation sur ce sujet du modèle socio-économique. Et donc, pour ce faire, nous avons, pour illustrer un petit peu mon propos et le rendre plus concret, nous avons 2 témoins aujourd'hui qui illustrent bien aussi la variété, la diversité des associations qui sont accompagnées aujourd'hui par l'Institut IDEAS, des toutes petites structures comme Sparadrap ou beaucoup plus grosses structures comme peut l'être Bibliothèques sans frontières, avec des objets et des modèles socio-économiques extrêmement différents. Et donc, je propose que l'on commence par écouter Juliette Roussel, directrice de Sparadrap, qui a découvert la démarche IDEAS lors de sa prise de poste en tant que directrice et qui va vous, en tout cas, vous témoigner de ce que ça a pu lui apporter lorsqu'elle est arrivée dans cette association. Je propose qu'on écoute. Bonjour Juliette Roussel, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans ce webinaire sur le thème du modèle socio-économique. Si vous voulez bien nous présenter tout d'abord en quelques mots Sparadrap, l'association que vous dirigez, et ensuite nous expliquer en quoi, comment vous avez conduit la réflexion sur le modèle socio-économique et quel a été l'apport des bonnes pratiques du guide IDEAS dans la structuration de cette réflexion. Eh bien, bonjour Suzanne et bonjour à tous. Je vous remercie de donner la parole à Sparadrap pour présenter l'apport du label pour cette association. Effectivement, je vais vous dire en quelques mots ce qu'est Sparadrap. C'est une association qui a une 30aine d'années, qui est labellisée depuis une dizaine d'années, qui est née de l'alliance de parents et de soignants qui, à l'époque, avait constaté que l'enfant n'était pas un adulte miniature et que dans le cadre de son parcours de soins et de santé, il avait des besoins spécifiques liés au fait que c'était un enfant et qu'il fallait donc proposer des réponses adaptées. Et c'est ce à quoi s'emploie Sparadrap depuis plus de 30 ans, avec l'idée sous-jacente que si on assure une prise en charge optimale du volet médical des enfants et des adolescents, on fera de demain des adultes à la fois éclairés, confiants et acteurs de leur santé.
Et on a 5 missions principales. Je ne vais pas avoir le temps, vu le temps imparti, de toutes les voir, mais comme je vais en parler un peu plus tard dans les apports, une des missions est d'informer et préparer les enfants et les adolescents à toute situation de soins, d'examen ou d'hospitalisation, en proposant des outils d'information qui vont s'adresser en fait à toutes les parties prenantes du soin, parce que là j'ai parlé des enfants, mais en fait Sparadrap s'adresse aux enfants, mais aussi quand on soigne un enfant, il y a ses parents et il y a le soignant. Voilà, donc c'est vraiment les 3 bénéficiaires des actions que propose Sparadrap. Merci Juliette pour cette rapide présentation et je ne peux qu'inviter les participants à ce webinaire à aller consulter le site qui est extrêmement riche et très bien documenté, notamment pour tous les parents. Et donc, si on en vient à notre sujet aujourd'hui, donc le modèle socio-économique, comment rendre cette notion plus compréhensible, plus concrète au travers de votre expérience de dirigeante associative. Alors, avant de parler de l'expérience même, je voulais juste dire que Sparadrap, c'est 6 ETP, c'est 11 administrateurs. Donc, on est en termes de richesse humaine une petite association. Être labellisé IDEAS et les renouvellements, ça implique un fort engagement. Mais ça permet d'avoir vraiment une vision à 360 de l'ensemble de tous les sujets qu'on doit maîtriser quand on dirige une association, qu'on soit d'ailleurs à la place du directeur, des équipes ou du conseil d'administration. Alors pourquoi? Parce que les 90 bonnes pratiques, elles balayent énormément de sujets. Je ne vais pas tous les énumérer, sinon je vais exploser mon temps. Mais c'est par exemple les richesses humaines, mais ça, dont les bénévoles, les mécénats de compétences. Ça va être tout ce qui est la finance, la gestion financière, mais pas que, la recherche de fonds, l'éthique dans la recherche de fonds. Ça va être la conduite des projets, la mesure d'impact. C'est vraiment un moyen de balayer en fait le modèle socio-économique où on va, à travers ces 90 bonnes pratiques, retrouver les 3 piliers du modèle socio-économique, richesse humaine d'une part, levier financier d'autre part, et enfin les alliances. Et moi, j'ai une expérience particulière du label, puisque quand j'ai pris mes fonctions, c'était il y a 2 ans et demi. C'était d'une part mon premier poste de direction d'association. Je connaissais rien au monde de la santé, enfin si ce n'est mon expérience personnelle, et je connaissais pas le label IDEAS. Et quand je suis arrivée les premiers jours sur mon bureau, la mission c'était le renouvellement IDEAS. Et il fallait le faire un peu à marche forcée parce qu'il y avait des délais à respecter. Rétrospectivement, alors sur le moment, ça n'a pas toujours été simple parce que ça faisait beaucoup d'un coup, mais rétrospectivement, je me dis que ça a été une chance parce que c'est un moyen en fait d'appréhender l'ensemble des sujets d'une association qu'on doit maîtriser. Mais c'est surtout que ça nous met dans une démarche de réflexion. Quand on va faire quelque chose, on va réfléchir à la manière dont on va l'élaborer. On va réfléchir à comment le piloter et comment évaluer son action. Et ça, c'est vraiment un plus du label. Et comme c'est un label et pas une certification, d'une part, ça nous place dans une forme de cadre avec ces bonnes pratiques à respecter au fil de l'eau. Et quand on est sur des postes de direction, on passe son temps à être happé par le quotidien, les urgences, le feu à éteindre par-ci, le projet auquel il faut répondre. Et ça permet de se raccrocher en fait aux fondamentaux d'une association, parce que le label, c'est bien évidemment un projet associatif, des statuts en cohérence avec le projet associatif, un plan stratégique et toutes ces bonnes pratiques à déployer. Et comme c'est un label, ça nous place dans une démarche d'amélioration continue. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je trouve aussi intéressant dans ce label. Sur le renouvellement du label, nous, on a vu les points où c'était super, où tout allait très bien. Et puis, on sait qu'il y a des points d'amélioration qui sont, par exemple, notamment les nouvelles bonnes pratiques qui ont été introduites dans le dernier référentiel sur la mesure d'impact, où on sait qu'on doit s'améliorer et du coup, on va y travailler jusqu'à le prochain renouvellement de label. Voilà, donc ça, c'est pour moi vraiment des points qui sont très, très utiles pour une association, que ça soit vraiment à tous les niveaux des parties prenantes, équipe, direction et gouvernance. Et pour donner quelques exemples de comment le label, par exemple, incarner ça par des exemples concrets. Donc, je vous disais en introduction que Sparadrap, c'est la création, la diffusion de supports d'information. On a un modèle socio-économique qui est hybride. On a bien évidemment des dons. On n'a quasiment pas de subventions publiques. Donc, il a bien fallu réfléchir à comment
à financer les activités de l'association. Alors, il y a bien évidemment le mécénat d'une part, mais on a aussi de l'autofinancement. Et cet autofinancement, par exemple, on va l'avoir sur les supports d'information qu'on édite pour les enfants. Alors, tous nos supports, ils sont en accès libre et gratuit sur notre site internet. Donc, c'est vraiment inclusif, tout le monde peut y accéder. Mais pour que ces supports durent dans le temps, on a fait le choix, alors historiquement il n'y avait pas d'internet quand il y a 30 ans, donc c'était comme ça, mais on a continué à fonctionner comme ça, à vendre nos outils aux établissements de santé. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est ce qui nous permet de les inscrire dans le temps. Ça les inscrit dans le temps, je vais vous donner un exemple. On a le best-seller de l'association, c'est un guide sur l'anesthésie générale. Il a eu le prix de la revue Prescrire, qui est une super chouette revue médicale, en 2023. Et pourtant, c'est un guide qui a été édité en 96. Ça veut dire qu'on va fêter les 30 ans. Il s'inscrit dans le temps parce que, en fait, le fait de le vendre, ça nous permet de le faire vivre. Déjà de l'imprimer, de le stocker, mais c'est surtout qu'en fait, il y a un travail de mise à jour régulier et que ça, c'est du temps de travail, du temps de graphisme et que grâce à la vente, on peut financer la pérennité de cet outil et une actualisation régulière, ce qui est impératif quand on a des documents avec des données scientifiques et médicales. Le fait d'avoir un autofinancement, ça me fait rebondir sur un autre sujet où on a aussi avancé avec le label idéal, ce qui est la question de la fiscalité. Parce que qui dit activité lucrative dit faut être dans les clous au niveau fiscalité. Donc on a, grâce au label IDEAS, on s'est dit ça c'est vraiment un traité, il faut qu'on se penche dessus. On a fait une note qui prouve qu'on a une gestion des intéressés et qui a été validée en conseil d'administration. Voilà, donc on est très au clair sur le sujet. Je vais donner un autre exemple des bienfaits du label. Je trouve que, je vous disais en introduction, que ça nous permet de réfléchir au pilotage. Alors, à la faveur du renouvellement, ce qu'il y avait déjà à Sparadrap avant que j'arrive, il y avait beaucoup d'indicateurs, mais on a repris un peu la présentation de ces indicateurs. Moi, j'ai un tableur Excel que les équipes remplissent mensuellement. C'est un tableur, j'ai même pas besoin de demander ce qu'il soit rempli. Il est rempli. Il y a une mauvaise élève qui est toujours en retard, c'est moi. Mais sinon, tout le monde remplit bien son tableur Excel. Mais c'est pas pour remplir un tableur Excel, c'est que en fait, ça permet d'alimenter des tableaux de bord qu'on présente à chaque bureau et chaque conseil d'administration. Ce qui permet en fait aux administrateurs et administratrices d'avoir une vision très claire de là où on en est. Les tableaux de bord, ils sont remplis au 31 du mois qui précède la réunion. Donc, on est vraiment dans l'actualité du moment. Et ça permet au conseil d'administration de savoir exactement où on est au point A et où est-ce qu'on va aller au point B. Et si on n'a pas la maîtrise du point A, on ne va pas prendre le bon chemin. Et c'est vraiment des outils qui, du coup, permettent au conseil d'administration d'être dans une vraie trajectoire réfléchie et éclairée. Voilà, quelques sujets, il y en a plein d'autres, c'est difficile en quelques minutes, mais voici quelques exemples de ce que peut apporter le label IDEAS à une association. Merci Juliette déjà pour ces exemples très, très concrets qui permettent de bien comprendre finalement l'esprit dans lequel vous travaillez, guidé par ces pratiques de référence que propose le guide IDEAS. Et donc, de façon, on va dire, plus concrète, le label en lui-même, quel a été son apport vis-à-vis de vos réflexions sur le modèle socio-économique ou vis-à-vis des relations que vous pouvez avoir avec les différentes parties prenantes de Sparadrap? Alors, sur les relations parties prenantes, notamment vis-à-vis des mécènes, comme je vous disais, Sparadrap, c'est une petite association. Souvent les mécènes vont se dire petite association, il y a peut-être plus de prise de risque à les aider et je peux dire quand je rencontre un mécène que je suis labellisée IDEAS, enfin Sparadrap, et que finalement ça démontre qu'on a des fondations aussi solides que de plus grosses associations qui pourraient de prime abord être plus rassurantes pour un financeur, puisque le référentiel est le même. Voilà. Donc c'est vraiment un gage de confiance, je pense, pour des mécènes. Et certains nous disent, d'ailleurs, j'ai vu que vous étiez labellisé IDEAS. Un autre exemple, on a un super trésorier, très investi, et en fait, il connaissait pas Sparadrap, il a regardé ce qu'était le label IDEAS, et il s'est dit, ça me rassure, parce que trésorier, c'est une grosse responsabilité, et j'irai pas n'importe où. Donc, voilà,
Et c'est un autre exemple de ce que peut apporter le label vis-à-vis de l'extérieur. Merci Juliette de rappeler effectivement l'importance de valoriser ce chemin de progrès que vous avez, que vous suivez avec beaucoup d'enthousiasme au sein de Sparadra et de rappeler que c'est important de donner à voir la qualité, l'exigence de professionnalisme que vous incarnez dans cette association. Donc on est vraiment très heureux d'avoir pu entendre ce témoignage concret d'une praticienne de terrain. Merci beaucoup. Je vous remercie. Juliette. Je vous remercie. C'est bon, j'ai rallumé mon micro. Oui. Je me dis, c'était ça ton inquiétude. Voilà, donc c'est le témoignage d'une petite association, comme l'a rappelé Juliette, mais petite, mais néanmoins très exigeante vis-à-vis de son organisation et désireuse de convaincre des parties prenantes qui, face à une petite structure, peuvent manifester des craintes. Et donc, comment montrer que non, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est forcément moins exigeant vis-à-vis de l'excellence de l'organisation. Dans un autre registre, une organisation à dimension internationale, cette fois-ci, Bibliothèques sans frontières, et c'est Jérémy Lachal qui nous fait le plaisir et l'honneur aujourd'hui de venir témoigner d'un long chemin parcouru ensemble, Jérémy, depuis plus de 10 ans maintenant, il me semble, que nous accompagnons Bibliothèques sans frontières, donc un environnement qui a été très très évolutif, hein, pour pas réemployer ce terme de fluctuant, et pourtant BSF poursuit une trajectoire tout à fait intéressante à observer, notamment au travers de la réflexion que vous portez et que vous mettez en œuvre autour du modèle socio-économique. Donc, Jérémy, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur la façon dont vous avez conduit cette réflexion et finalement l'apport d'un guide tel que le guide IDEAS dans le long terme? Ouais, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et merci d'utiliser une photo de moi d'il y a 10 ans, ça fait toujours beaucoup de bien. Effectivement, c'était la photo de moi quand on s'est connus, je pense, il y a 10 ans. Non, peut-être en remarque vraiment très introductive, mais c'est vrai que j'ai souri et je t'ai fait un message immédiatement quand tu m'as proposé de participer à ce webinaire parce que on est dans la tourmente actuellement, comme plein d'ONG internationales. La coupure des financements américains fait un peu effondrer, on pourrait dire, les réalités de financement qu'on a connues jusqu'à présent. Après, on parle beaucoup de l'arrêt de USAID, mais en fait, cette tendance, elle est absolument partout actuellement. C'est 40% en France, c'est la moitié en Belgique, c'est les Britanniques qui décident de mettre leur aide publique au développement sur l'achat d'armement. Donc, on a une tendance générale qui fait que ça pose plein de questions et des questions extrêmement profondes sur les modèles économiques. Alors, les Bibliothèques sans frontières, c'est des sujets qui nous animent depuis pas mal d'années, depuis pas mal de temps. On a, pour la faire très courte, hein, sur l'histoire de Bibliothèques sans frontières, on a eu des phases de croissance extrêmement rapides à des moments donnés. Et la première phase de croissance, une des plus grosses phases de croissance, qui était peut-être la plus impressionnante parce que on partait de très bas. On avait en 2012-2013, on devait être à peu près 1 million d'euros de budget. On s'est retrouvé à 6-7 millions d'euros de budget en 1 an et demi ou 2 ans. Ça a été une période de vraie crise de croissance, c'était intéressant. Mais de fait, en fait, à ce moment-là, on a structuré, on a eu, c'était aussi un effet, je pense, de la création de ce grand programme IDEAS Box que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais qui a fait qu'on a eu un effet avec énormément de financeurs privés qui sont arrivés. Et en fait, on s'est retrouvé dans un modèle à l'époque qui était extrêmement instable parce que les financeurs privés de grosses fondations qui pouvaient se détourner du jour au lendemain, changer de cap, ce qui faisait qu'on était dans une situation qui était à la fois hyper stimulante et qui nous permettait de faire plein de choses, mais aussi très incertaine sur la structuration d'un modèle pour l'avenir. Et tout ça nous a amené en fait à travailler sur une structuration beaucoup plus
long terme avec une stratégie 2030 qu'on a sortie à la fin, en 2019-2020. On a fini par l'asseoir au moment du Covid. Alors, c'était assez drôle de faire des stratégies à 10 ans au moment où tout s'effondrait autour de nous. Donc, ça fait aussi partie du jeu, je crois, de le faire. Mais donc, c'est intéressant de se dire, on crée aussi des stratégies pour pouvoir naviguer l'incertitude. Et cette stratégie, elle s'est établie autour d'un modèle économique qui est vraiment basé sur 3 grands piliers chez nous, qui sont les contrats projets, qui sont le gros de nos financements, mais qui sont des financements soit privés pour une petite part, mais beaucoup institutionnels, de financement institutionnel. Alors, je citais USAID, mais c'est beaucoup l'Agence française de développement, le centre de crise, les bailleurs multilatéraux comme l'Union européenne, etc. Ça, c'est à peu près 60-70% de notre volume financier aujourd'hui. Et ensuite, on a les fonds propres qui sont extrêmement importants pour nous, mais qui vont être beaucoup des donations non liées à des projets, à des opérations, et qui nous permettent notamment de faire de la recherche et du développement, parce que Bibliothèques sans frontières est une organisation qui a placé l'innovation au cœur de son mandat et de sa façon de travailler, ce qui n'est pas toujours aisé à financer. Donc ça, c'est à peu près 15%. Et ensuite, on a à peu près 15% qui sont des ressources générées par nos activités lucratives. On pourra en revenir parce que c'est quelque chose, on peut y revenir, c'est quelque chose de très important pour nous, la question de l'hybridation du modèle économique. Et donc, tout ça, ça forme à peu près aujourd'hui 14 millions d'euros de budget, mais avec quand même là, aujourd'hui, donc depuis 3-4 ans, une nouvelle phase de croissance qui est très forte. Depuis 2020, on a doublé notre volume opérationnel en 4 ans. Donc ça a été, alors c'était plus lent que la première phase de croissance, mais c'est quelque chose qui a j'allais dire, des conséquences assez profondes sur la gouvernance de l'organisation, sur son management, sur le nombre de salariés. On est aujourd'hui plus de 200, 250, je pense, ETP, avec beaucoup d'équipes sur les terrains, parce qu'il y a tout un mouvement de décentralisation de l'organisation au plus près des terrains, donc des problèmes de sécurité, parce qu'on travaille dans des endroits qui sont de plus en plus difficiles. Enfin voilà, donc pas mal de choses qui sont liées à ça. Et dans tout ça, c'est ce que je te disais en préparant ce webinaire, dans tout ça, en fait, le label IDEA, ça a été un vrai, j'allais dire, élément structurant, ou une vraie boussole, on pourrait dire. Et je te le disais en rigolant quand on préparait le webinaire, mais c'est que la réalité, c'est que quand on vise ça dans une organisation, et notamment ces phases de croissance qui sont intenses, en général, travailler sur la structuration, sur la compliance, sur toute cette capacité d'améliorer tout un tas de systèmes de contrôle et j'allais dire de bonnes pratiques dans l'organisation, c'est souvent pas la priorité. Et en fait, c'est extrêmement utile de pouvoir se l'imposer, parce que c'est pas IDEAS qui est venu nous l'imposer, c'est bien nous qui sommes dire on va venir, on veut s'imposer ça quelque part. Et c'est extrêmement utile. Parfois, ce sont les bailleurs qui l'imposent, et on avait eu ça, c'était plus ancien dans l'histoire de Bibliothèques sans frontières, où un bailleur nous avait dit il faut que vous mettiez en place une PSEA, donc une politique de protection des PPEA, une politique de protection des publics fragiles. Et en fait, on avait, et ça c'était corrélé, enfin c'était une obligation si on voulait avoir le financement, et ils nous avaient mis à disposition un cabinet de conseil qui nous avait accompagnés, etc. Et j'avais trouvé ça extrêmement mature de la part d'un bailleur de fonds que de faire ce genre de choses, parce que un financeur vient financer un projet, mais va aussi faire en sorte que la structure et l'association qui le soutiennent soient plus fortes, en fait, de façon générale dans le futur. Mais là, avec IDEAS, je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une vraie cohérence sur le cadre de référence des 80 pratiques. Et finalement, chaque pratique est liée l'une à l'autre, et il y a une progressivité, ce qui fait qu'en fait, on peut avoir une approche très 360 de son organisation, et avec une vision quasiment en un coup d'œil de ses forces et ses faiblesses, et de là où on doit pouvoir travailler. Donc, je trouve que c'est très structurant dans ces périodes de forte croissance. Je crois que tu n'as plus de micro, Suzanne. Moi, je t'entends. Merci. Oui, c'est ça, j'avais coupé mon micro. Effectivement, c'est ce que tu décris là, c'est finalement dans une période où une association sent qu'elle doit faire, avec des périodes en plus qui ont été très variables dans le temps, les périodes de croissance,
sont revenues à plusieurs reprises. Et puis, il y a des phases de décélération derrière qui sont pas simples non plus forcément à vivre. Et donc, de pouvoir se rattacher à un cadre et se dire, mais les fondamentaux sont solides, ça permet de se projeter plus facilement. Et merci d'avoir souligné l'approche, enfin le côté systémique de l'approche IDEAS, parce que ça n'est pas forcément évident quand on dit il y a 90 bonnes pratiques dans le vide. En général, la réaction c'est de dire ouf, c'est beaucoup, mais derrière ces 90 bonnes pratiques, il y a un chemin structuré et structurant pour l'organisation qui va lui permettre de s'assurer que les fondamentaux sont bien en place, et ça libère, on va dire, de la bande passante pour la réflexion des dirigeants du conseil d'administration et au niveau de la dirigeance salariée. Et de façon, on parle aussi de valorisation finalement de la réflexion du modèle socio-économique. Est-ce que le label IDEAS, on a entendu que pour certains bailleurs de fonds c'est important, mais est-ce que aussi dans la valorisation d'un modèle socio-économique d'intérêt général, est-ce que le label IDEAS, ça peut être aussi un levier pour vous au niveau de Bibliothèques sans frontières? Absolument, je pense que c'est un levier de confiance, et c'est toujours la même chose. Ça gagnerait à être encore plus connu du grand public aussi pour vraiment apparaître comme un label de confiance. Je crois que c'est aussi un label, alors bien sûr ça l'est beaucoup dans l'écosystème, auprès des fondations, des financeurs, des bailleurs, etc. Ça l'est aussi parce que en fait, quand on fait le travail pour le label IDEAS, on se prépare à faire ce travail-là pour d'autres, parce que malheureusement, il faut souvent le recommencer, ce travail. Et par exemple, l'année dernière, on l'a fait, je pense qu'il y a 2 ans, on avait renouvelé notre label, et l'année dernière, on l'a fait pour rentrer à être organisation reconnue par ECHO, donc l'organisme de la Commission européenne pour l'aide humanitaire d'urgence. Alors, c'est pas la même chose, c'est pas tout à fait les mêmes critères, mais il y a beaucoup de choses qui viennent converger, et donc c'est vrai que c'est toujours ça de moins à faire, j'allais dire. C'est pas pour autant qu'on est sorti de l'auberge. Cette année, vous voyez, on devait sortir. Normalement, notre plan, c'était de s'enregistrer chez USAID de façon formelle aux États-Unis. Bon, on a mis ça sur pause. C'est toujours ça de moins à faire dans le court terme, mais effectivement, ça c'est une demande assez récurrente, et on peut le comprendre facilement des associations, de dire mais pourquoi est-ce que chaque bailleur finalement a sa grille d'analyse, a sa grille de reddition des comptes, a sa grille de compliance, et ça fait qu'en face, nous les associations, on est obligé de mobiliser des moyens, du temps, de l'expertise pour pouvoir répondre à ces différentes, et on rêve évidemment une démarche telle qu'IDEAS permette de répondre d'emblée, par défaut, à ces nombreuses exigences. En tout cas, c'est ce à quoi on travaille depuis la création quand on est dans le dialogue avec les bailleurs financiers. Mais ça reste encore un peu de l'utopie. Merci Jérémy pour ce témoignage. Je repasse la parole à Caroline. Merci Suzanne. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on ait une entrée par les bonnes pratiques, qu'on ait une entrée par la stratégie. Finalement, tout ça, ce sont des portes d'entrée pour travailler sur son ou ses modèles socio-économiques, et que ça me permet de faire peut-être une transition et de passer la parole au Rameau pour qu'il puisse nous présenter justement l'articulation des différents outils, parce que bien sûr il y a nos outils IDEAS, ADESI, mais nous ne sommes pas les seuls, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'articulent, se complètent. Donc je laisse la parole au Rameau pour nous présenter la boussole modèle socio-économique. Merci beaucoup Caroline, bonjour à toutes et à tous. Comme l'a rappelé Élodie Julien en introduction de ce webinaire, la dynamique a été impulsée par à la fois l'État à travers la JADVA et notre laboratoire de recherche empirique le Rameau depuis 2020, puisque la dynamique de la compréhension de ces modèles socio-économiques d'intérêt général est la 14e mesure de la feuille de route pour accélérer les alliances stratégiques au service des transitions.
Et je rappelle que dans le cheminement que nous avons vécu depuis 2020, depuis le lancement de ces webinaires, nous avons connu 3 temps complémentaires. D'abord, 2020-2021 a été l'occasion de reposer les fondamentaux de ce qu'est un modèle socio-économique. On l'a vu tout au long de ces présentations, les 3 piliers, richesses humaines, ressources financières et alliances stratégiques. Et Élodie Julien nous rappelait que les 46 premiers webinaires, justement, avaient eu pour objectif de le détailler sous toutes ses formes. La deuxième étape, une fois qu'on a compris finalement les piliers, les fondamentaux de ce qu'est un modèle socio-économique, entre 2022 et 2024, nous avons illustré à travers une diversité d'acteurs, une diversité de domaines, une diversité de territoires, cette réalité systémique de ces trajectoires socio-économiques, de la diversité des trajectoires socio-économiques et ce qui avait valu à la ministre de la Vie associative et de la Jeunesse en 2023, justement de lancer cette plateforme trajectoire socio-économique pour valoriser cette approche qui donne des repères à tous et pour tous dans cette dynamique. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, a été publié en début d'année le rapport conclusif vers de nouveaux modèles socio-économiques pour justement décrire la richesse et la diversité des trajectoires pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui, parce que Caroline Germain le rappelait, autant de projets d'intérêt général, autant de modèles socio-économiques, et il ne s'agit pas d'enfermer dans des modèles, mais au contraire d'illustrer la variété des modèles. Et ce que rappelle ce rapport conclusif vers de nouveaux modèles socio-économiques, c'est que quelque part, l'enjeu aujourd'hui n'est pas d'essayer de trouver le modèle économique, le modèle socio-économique le plus performant, mais bien collectivement d'identifier la diversité des modèles socio-économiques qui nous rend plus pertinents, puisque, vous le savez mieux que moi, la réalité n'est pas la même. Nous venons de parler à l'instant, à travers Bibliothèques sans frontières, de la diversité des pays. Il en va de même dans nos territoires français. La réalité d'intérêt général n'est absolument pas la même dans nos grandes métropoles, dans nos petits et moyens territoires ruraux et dans nos territoires ultramarins. Il serait totalement illusoire et destructeur de valeur que de vouloir enfermer dans un modèle qui serait un modèle général. Et de ce fait, l'hybridation des modèles socio-économiques est une réalité à l'œuvre et sans doute une réalité qui est beaucoup plus incarnée, qui est beaucoup plus ancrée qu'une réalité qui est conscientisée. Et ça, c'est un élément qui est déterminant. Et nous l'avons vu à travers les exemples, les 4 exemples qui ont été donnés, l'importance de pouvoir se repérer. Comment, dans ce mouvement, ces crises, ces transformations que nous vivons, comment pouvoir trouver des repères qui permettent à chacun d'identifier en fonction de son projet associatif le modèle socio-économique qui lui correspond, voire pour certains, les modèles socio-économiques. Vous savez, pour ceux qui ont suivi ces webinaires, que les deux associations, avoir impulsé nos travaux de recherche sur les modèles socio-économiques sont respectivement l'AFN Téléthon, grâce auquel nous sommes leader mondial des biothérapies génétiques et cellulaires, et grâce à qui nous avons pu tous sortir de la Covid en 9 mois, et puis la Croix-Rouge française, à travers ses 120 métiers, une diversité de modèles socio-économiques, mais un seul équilibre socio-économique à la fin. Et lorsque, en 2010, nous commencions notre réflexion avec la gouvernance de la Croix-Rouge française sur qu'est-ce que ça veut dire qu'un modèle socio-économique, quand on a 120 métiers différents, eh bien, nous voyons bien l'importance de pouvoir partager cette boussole commune dont il ne s'agit pas simplement d'une boîte à outils universelle qu'on saurait utiliser, mais bien des éléments qui donnent des repères à toutes et à tous en fonction du premier kilomètre, des besoins, des ressources, mais aussi et peut-être surtout des envies d'engagement. Et c'est bien ça que nous défendons avec la JABA depuis 2020 pour que ces modèles socio-économiques d'intérêt général soient valorisés et reconnus à leur juste valeur. Alors, ce n'est pas un hasard si 15 ans après
le début de ces travaux de recherche empirique sur les modèles socio-économiques, eh bien, c'est aujourd'hui, à l'occasion de ce 47e webinaire, que nous lançons la boussole modèle socio-économique, parce que, je le rappelle, depuis le début d'année, nous sommes rentrés dans un nouveau cycle de webinaires qui n'est plus seulement sur les trajectoires socio-économiques, mais sur les impacts et les trajectoires socio-économiques. Autrement dit, comment le fait même d'être capable de valoriser ces modèles socio-économiques différents sont des éléments déterminants face aux transitions et notamment face à la territorialisation des transitions. Pour ceux qui suivent nos travaux de recherche, vous savez qu'avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, l'année dernière, nous avons invité les acteurs de la recherche dans leur dimension de recherche, dans leur dimension d'enseignement, mais aussi dans leur ancrage territorial. Ce sont des acteurs clés des territoires à pouvoir réfléchir et faire émerger de nouveaux modèles socio-économiques au service de l'intérêt général, puisque tel est l'enjeu déterminant du XXIe siècle. Nous n'aurons pas une capacité à réussir les transitions si nous n'inventons pas en même temps que les solutions les modèles socio-économiques pour les faire pérenniser. Et ça, c'était bien le combat que nous avions établi et identifié avec Laurence Sienno-Herman, que nous entendrons en fin de ce webinaire dès 2007, parce que nous savons tous qu'une innovation, c'est à la fois la capacité à inventer une nouvelle solution, à pouvoir faire que cette solution ne soit pas simplement à Paris, Nice et Marseille, mais aussi à Bressuire, Langres et Saint-Benoît de la Réunion, sans oublier Papeete, je change aussi de mes territoires ultramarins, petit coucou à nos amis de Tahiti. C'est très important, le troisième élément, c'est comment se repérer dans les questions socio-économiques. Et là, vous allez pouvoir découvrir, elle est en ligne depuis ce matin sur la plateforme Trajectoire socio-économique, la boussole que nous vous proposons. Quelle est-elle? Eh bien, cette boussole, comme toute boussole, elle est constituée à la fois de l'axe des points cardinaux, pour se situer, et à la fois des diagonales, qui ne sont pas les diagonales du fou, mais qui sont les diagonales d'action pour piloter sa trajectoire. Alors, les points cardinaux, quels sont-ils? Eh bien, d'abord, bien sûr, cette plateforme trajectoire socio-économique que nous avons lancée avec la ministre de la vie associative de l'époque, Prisca Thévenot, pour justement, après 15 ans de réflexion collective, de capitalisation collective, capitaliser ensemble, tous ensemble, la capacité à donner des repères sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. Et cette alliance entre une institution comme le ministère en charge de la vie associative et un acteur privé comme le laboratoire de recherche empirique et le Rameau incarnait que la dimension que tous sont concernés par cette plateforme qui appartient à tous, qui est la propriété de tous et qui est réellement une dynamique en commun. Alors, une fois que le Nord est situé et que l'on peut voir vers où se diriger, quel est finalement ce qui permet de pouvoir s'asseoir, de pouvoir être en confiance dans le fait de commencer le chemin? Et nous passons au sud directement sur le guide modèle socio-économique que la DASI a pu mettre comme repère commun et qui est composé de deux dimensions extrêmement importantes. D'abord, et peut-être avant tout, les monographies qui montrent cette diversité et qui rendent à voir cette diversité des modèles socio-économiques à l'image de la diversité des projets associatifs qui incarnent cette capacité des femmes et des hommes à se lever pour être en capacité de trouver des solutions là où personne ne croit que c'est possible. Imaginez-le aujourd'hui, finalement, qu'il y a 70 ans, ces parents qui décident que oui, malheureusement, et c'est inexorable pour leurs enfants, ces enfants vont mourir, mais non, les parents qui succéderont ne seront pas condamnés à avoir le même drame, et c'est ce qui a fondé la FM Téléthon, c'est ce qui a créé la médecine de demain. Nous sommes bien au cœur de la capacité à démontrer que les projets d'intérêt général sont capables non seulement d'innover, mais d'inventer les modèles socio-économiques de demain. Et c'est ce que la DASI fait à travers les monographies, et vous savez que tous les mois, une nouvelle monographie, et ce mois-ci, c'est Carton plein qui a été mise en place
mise en valeur, pardon, dans cette capacité à inventer en même temps que les solutions l'hybridation des modèles socio-économiques qui les rend pérennes et durables. Et le deuxième levier de ce guide modèle socio-économique que je vous invite à découvrir, qui a été lancé l'année dernière lors du Forum national des associations et des fondations, c'est le regard d'experts sur finalement où en sommes-nous de cette capacité à comprendre et à voir ce qui se passe du côté des modèles socio-économiques. Et je me permettrai de rajouter, ma chère Caroline, dans ce sud que constitue le guide modèle socio-économique, tout le travail, remarquable travail que nous faisons avec Juris Association tous les ans, de pouvoir garder mémoire de finalement le cheminement collectif qui permet de comprendre où nous en sommes collectivement sur cette compréhension de l'invention des nouveaux modèles socio-économiques d'intérêt général. Et le prochain sera le 1er juillet, comme chaque année, le 13e dossier sera constitué sur créer de la valeur en commun, puisque telle est bien la question du Sud, ce qui fonde l'ancrage de proximité, c'est cette capacité à être en capacité de créer de la valeur en commun. Alors ensuite, pour être à l'ouest, non pas chez nos amis qui nous détraquent un peu aujourd'hui, mais dans une logique finalement de comprendre les débuts d'un cheminement, eh bien, le parcours découvert qualifié des modèles socio-économiques permet de faire ses premiers pas, de découvrir progressivement comment est-ce qu'on peut avancer, découvrir, qualifier son modèle socio-économique, en découvrir la valeur, y compris une valeur que nous n'avions pas nous-mêmes conscientisée. Et à l'Est, non pas dans un autre grand pôle qui lui aussi peut poser question, y compris démocratiquement parlant, mais bien à l'Est de notre capacité à valoriser ce que nous faisons sans le savoir, c'est le parcours expérientiel hybridé son modèle socio-économique qui a été testé et lancé en fin d'année dernière et dont le premier atelier a eu lieu cette année en copilotage avec la DASI et IDEAS. Et on peut voir que les 57 personnes qui l'avaient suivi et la vingtaine de personnes dans l'atelier de partage de pratiques partageaient cette nécessité de comprendre ensemble et non pas seuls les modèles socio-économiques qui feront le futur de nos sociétés et sans doute le futur de notre humanité. Alors, une fois que les points cardinaux sont posés, au nord, la trajectoire socio-économique, au sud, la capacité de chacun de se situer, à l'est, c'est de découvrir, et à l'ouest, c'est de cheminer pour valoriser ses pratiques, il nous revient de pouvoir comprendre les dynamiques d'action pour piloter sa trajectoire. Et à tout seigneur, tout honneur, il revient à la recherche d'éclairer la dynamique, et qui de mieux que l'IFMA, l'Institut français du monde associatif, sur les remarquables travaux qui ont été engagés sur valeurs et modèles socio-économiques associatifs, jusqu'à la base Impact Alliance de l'Observatoire des partenariats pour piloter au quotidien ces trajectoires en se nourrissant des 1000 exemples inspirants qui ont été recensés, des 350 écosystèmes territoriaux qui permettent de comprendre cette diversité des modèles. Quoi de mieux que cette diagonale qui va de la compréhension de la connaissance empirique jusqu'à la capacité à devenir une compétence stratégique en l'outillant au plus près de nos capacités d'action. Et puis l'autre diagonale, celle qui part du guide pratique d'IDEAS, dont nous avons vu l'importance de remettre le modèle socio-économique dans son contexte. Certes, et c'est le plus important, il n'est pas les moyens, le financement n'est pas la question, c'est bien finalement quel est l'équilibre de la maison auquel il est question. Et bien évidemment, quand on se pose la question de l'équilibre de la maison, il faut avoir une vision à 360 degrés. Et de l'autodiagnostic d'IDEAS jusqu'à la capacité à cheminer au travers un accompagnement qui peut amener jusqu'au label, en passant par ce guide pratique des bonnes pratiques et ces illustrations, des trucs et astuces que chacun peut mettre à disposition, peut partager, peut mettre en commun. Et là est bien l'intérêt général. Qu'est-ce que je donne à l'autre qui a constitué ma propre valeur et qu'en partageant, je double. C'est bien cette diagonale qui commence par ce guide des bonnes pratiques d'IDEAS et qui se termine avec nos webinaires mensuels qui permettent de pouvoir mettre en débat, de mettre en pratique finalement la façon dont chacun d'entre nous
a su faire un pas vers les trajectoires qui nous mènent vers un avenir fécond et durable, puisque oui, telle est l'espérance que les 193 nations alors unies nous ont donné comme boussole au moment de 2015. C'est la signature de cet agenda 2030 dont jusqu'au 31 décembre 2030, nous ne pouvons pas désespérer. Et c'est avec cette confiance, avec ce pari de la confiance, que le Rameau est tout particulièrement heureux de partager cette boussole modèle socio-économique, car oui, l'équilibre de la maison est possible, et non seulement il est possible, mais il est déjà à l'œuvre sur chacun de nos territoires où les femmes et les hommes d'engagement sont en train d'inventer les modèles socio-économiques, les modèles d'engagement, les modèles durables et inclusifs de demain que nous sommes incapables encore de voir parce qu'ils sont en train d'être inventés. C'est ça l'espoir de l'agenda 2030. Merci Charles Benoît et merci à nos précédents témoins qui ont permis de valoriser les différentes façons d'accompagner l'élaboration, le pilotage et l'évaluation des modèles socio-économiques, soit par la stratégie, soit par les bonnes pratiques, et de pouvoir montrer également, valoriser le fait qu'il y a différents repères, que ce soit en termes d'outils, de méthodes qui permettent de se situer et d'agir. Alors, pour terminer ce webinaire, on va passer aux actualités du mois d'avril avec Yann Hulia, qui est directeur de l'Observatoire des partenariats, qui anime chaque mois l'OD17.org. Yann, merci beaucoup, Élodie. Bonjour à toutes et tous. Donc, pour mémoire, l'actualité de l'animation de la connaissance, elle se décline sous 4 rythmes. Hebdomadaire avec des informations pratiques des jeudis de l'ODD17, mensuel dans le cadre de ces webinaires et en 2025, on va y revenir avec les défis du mois partagés par l'Observatoire, trimestriel avec la veille de l'innovation sociétale et annuel, Charles Benoît l'évoquait, avec notamment les dossiers thématiques juris associations. En avril, le défi du mois portait sur la santé dans tous ses états. C'est-à-dire que la fiche repère que vous pouvez parcourir vous invite en fait à 3 choses. À prendre de la hauteur avec des points de repère du pilotage de l'intérêt général incarné par le CAP et le cadre commun des ODD, avec les fiches pratiques du comité 21, croisées avec une diversité de solutions de proximité qui proviennent notamment de témoignages de webinaires de trajectoire socio-économique et également de podcasts animés avec Patrick Longchamp et également de ressources pour disposer de données très fines, très spécifiques avec une diversité sur le champ de la santé pour aller encore plus loin. Donc ça, c'est la fiche que je vous invite à parcourir, notamment un petit clin d'œil pour des acteurs qui seraient en lien avec l'association Sparadra que l'on a été ravis de découvrir tout à l'heure. Et pour prendre de la hauteur sur ce sujet, je vous invite à écouter Laurence Thienot-Herman qui nous avait fait l'honneur d'une interview dédiée pour entendre finalement sa vision du défi de la santé. Madame Thienot-Herman, on vous écoute. J'ai le grand plaisir d'accueillir Laurence Thienot-Herman. Bonjour madame, un grand merci d'accepter de répondre à nos questions aujourd'hui. Depuis 65 ans de combat, l'AFM Téléthon a réussi ce qui semblait à l'époque impossible, guérir parmi les maladies les plus complexes, celles qui touchent les muscles. Nous souhaiterions aujourd'hui retracer avec vous le récit de cet exploit au travers de 3 questions. La première, quelle est votre plus grande fierté sur ce chemin d'innovation ? Bonjour, alors ma plus grande fierté, je dirais il y a plusieurs grandes fiertés. C'est d'abord le fait que avec l'organisation qu'on a mise en place, on a vraiment assuré des percées, des avancées extraordinaires dans des domaines, que ce soit la thérapie génique, la génétique, les maladies rares, la bioproduction, des domaines dans lesquels personne ne pariait dessus il y a quelques années. Et aujourd'hui, beaucoup s'y mettent, beaucoup ont constaté que c'était une avancée. Donc, en gros, on avait un coup d'avance et ça, c'est aussi toujours important. Une grande fierté aussi, c'est d'incarner un modèle entrepreneurial en termes d'association, très atypique. Ça, c'est une fierté. Et puis, comme vous m'avez posé la question de la plus grande, c'est le fait que nous ayons pu et que nous sauvions des vies
avec des thérapies très très innovantes qui sont nées dans les laboratoires du Téléthon. Des enfants qui hier étaient condamnés aujourd'hui vivent, et ça c'est extraordinaire. Et par là même, on est aussi à l'origine d'une vraie révolution médicale qui ouvre la voie pour des maladies rares, mais aussi pour des thérapeutiques de maladies fréquentes. Pour inventer la médecine de demain, l'AFM Téléthon a réussi à faire alliance avec des profils d'acteurs radicalement différents, voire parfois opposés. Et notre question est donc, quelle a été la plus grande difficulté que l'AFM Téléthon a dû surmonter pour faire alliance hors des sentiers battus? Beaucoup de difficultés. Vous me posez la question de la plus grande, c'est très difficile d'y répondre. Beaucoup de difficultés. Je pense que la première, c'est le fait que, avec le mot association, avec le statut associatif, beaucoup mettent des clichés derrière cela, et peut-être le cliché de malheureusement amateurisme. Et surtout que nous sommes, pour une partie en tout cas de notre activité, on est vraiment sur la recherche et le développement du médicament. Donc, une association qui s'occupe de recherche, de développement de médicaments, qui est opératrice dans le domaine, ça interpelle parce que pour beaucoup, c'est la recherche fondamentale, ça va à l'académique, le développement du médicament au secteur privé lucratif, et donc une association qui s'en mêle, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, nous avons une politique de valorisation qui repose sur deux grands fondamentaux qui sont les suivants. D'abord, sécuriser l'accès des patients au traitement, donc faire en sorte que, avec les partenariats ou autres, ce soit le plus fluide possible, et puis ensuite avoir un juste retour sur investissement pour pouvoir le réinvestir, bien évidemment, dans nos missions sociales. Donc, cette façon d'avancer, d'être association opératrice, qui fait aussi du développement de médicaments, qui a une politique de valorisation, ça heurte les schémas de soit le secteur plus académique public, qui nous voit plutôt comme un apporteur potentiel de subventions. Ça heurte le secteur, on va dire, plus privé lucratif, l'industrie pharmaceutique, qui nous voit d'habitude plus comme une association philanthrope et qui met à disposition ou les patients ou autres. Donc, on est vraiment très, très atypique, donc les difficultés très nombreuses, mais en même temps, on est fiers d'incarner ce modèle assez atypique, même je dirais unique, et d'ouvrir une nouvelle voie qui montre qu'on peut être en effet cet acteur à but non lucratif, mais opérateur dans le domaine de la recherche et du développement du médicament. Merci beaucoup. En 20 ans, la Force T s'est imposée comme un acteur déterminant sur les territoires. Et pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est la Force T et nous expliquer pourquoi il est si important de mobiliser tous les acteurs au sein des territoires? La Force T, c'est une force extrêmement importante, c'est la mobilisation sur le terrain, partout dans les départements, partout dans les moindres villes et petits villages, au moment du Téléthon. Il faut savoir qu'au moment du Téléthon, il y a à peu près 15 000 communes qui sont engagées dans cette opération extraordinaire, cette aventure humaine extraordinaire. Et plus de 15 000, c'était Pierre Tcherniak qui disait c'est le 14 juillet en hiver, donc c'est vraiment une très belle mobilisation. Pour nous, c'est important parce que d'abord, c'est générateur de liens sociaux, très intergénérationnel, je dirais. Au moment du Téléthon, tous les acteurs se retrouvent autour d'une cause commune, et le Téléthon, c'est vraiment très, très fédérateur. Ça fait rentrer aussi ces sujets de santé publique d'importance autour des maladies rares, expliquer 7000 maladies, 3 millions de personnes en France, une recherche qui sert aussi au bénéfice du plus grand nombre. C'est vraiment de faire rentrer dans les foyers cette acculturation à cet enjeu de santé publique que sont les maladies rares. Et puis c'est aussi la fête, c'est aussi des choses très positives qui sont insufflés pendant ces 2 journées et vraiment des moments extrêmement forts, extrêmement puissants de convivialité et du positif pendant 2 jours. Un grand merci à Madame Quéno-Herman pour ses propos
extrêmement inspirants et dont certains résonnent particulièrement aujourd'hui au regard des propos qui ont été tenus par l'ensemble des intervenants. Je pense en particulier à la notion de professionnalisme, de valorisation, de recherche en développement et de présence territoriale, puisqu'on a eu le privilège d'entendre des acteurs extrêmement mobilisés de l'échelle du quartier à celle du monde. Et l'actualité du mois d'avril, les jeudis de l'EDD 17, justement avec, on vient d'entendre l'éclairage, la prise de hauteur de Laurent Sienno-Herman. Vous pourrez également découvrir jeudi prochain l'interview de Florence Duguet, qui va nous partager une vision passionnante finalement de comment ça s'incarne, cette mise en œuvre des partenariats de l'AFM Téléthon. Cet après-midi, patience les amis, cet après-midi, vous pourrez découvrir la nouvelle monographie de la DASI sur la PELS, l'Agence pour l'éducation par le sport, qui est un acteur majeur d'inclusion par le sport auprès des jeunes peu ou pas diplômés. Et la semaine prochaine, vendredi matin à 9h, vous pourrez rejoindre le webinaire d'embarquement pour découvrir comment fonctionne cette base Impact Alliance et découvrir une démarche sectorielle RSE remarquable avec le témoignage de Véronique Van Steen de la Fédération des entreprises de propreté. L'actualité du mois, c'est également, bien sûr, celle du nouveau module Piloter l'innovation sociétale. Vous pouvez encore, pendant quelques jours, profiter du module Apprendre à faire alliance. À partir du 28 avril, vous pourrez découvrir le module Évaluer son impact, également un sujet qui est revenu, dont l'importance est croissante pour les acteurs d'intérêt général. Et ce module est ouvert, accessible à tous, et ça me permet également de rappeler, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore vous inscrire au parcours expérientiel Coopérer efficacement, qui commencera dans quelques semaines. Et l'actualité du mois d'avril, c'est également de faire le pont sur ces enjeux du modèle socio-économique avec deux publications marquantes. La semaine dernière, les résultats d'une enquête menée auprès de plus de 5000 associations sur leur santé financière ont été publiés, pilotés par Mouvement Associatif avec le RNMA, notamment le syndicat d'employeurs Exopé et l'Observatoire régional de la vie associative des Hauts-de-France. Et la semaine dernière également, a été publié le livre blanc Générosité privée et association de l'IFMA, Institut français du monde associatif, cité par Charles Benoît dans la boussole modèle socio-économique, et qui animera d'ailleurs le webinaire au mois de juin sur le thème du sport. Voilà, Élodie, j'ai tout dit, je te repasse la main. Merci Yann, et effectivement, donc une dernière information importante puisque c'est la date du prochain webinaire modèle socio-économique qui aura lieu le 15 mai, jeudi 15 mai, toujours aux mêmes horaires, 13h, 14h30, et cette fois-ci, on aura un prisme différent. On va illustrer, éclairer l'innovation territoriale dans le domaine du numérique éthique et inclusif. Donc, c'est un thème qui est très, très en vogue en ce moment, notamment avec les sujets de l'IA, et il sera animé par le réseau des catalyseurs territoriaux. Donc, on vous attend nombreux, et d'ici là, on vous souhaite très bonne journée, très bonnes vacances pour ceux qui peuvent partir. Et à très bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Terminé.